Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je prends 2 secondes de micro pour faire une petite présentation rapide. Et saluer donc nos 2 conférenciers du jour, Marie Ouazani et Nicolas Carrier, qui sont en résidence à la Cité des Arts. Ce qui me permet effectivement aussi de saluer Nicolas Zeribou qui est là et de rappeler qu'on a un partenariat avec la Cité des Arts à différents égards. C'est effectivement la capacité de recevoir leurs résidents en conférence, c'est de faire des expositions, c'est de vous accueillir sur des stages et autres. Donc sachez-le, voilà, on a un partenariat assez fort avec la Cité des Arts. Moi j'en suis ravi parce que c'est un des grands lieux de la culture et de l'art contemporain. C'est important qu'on puisse avoir des liens. Et je regarde Anna pour le FRAC. Évidemment, quand je dis grand lieu de l'art contemporain, je pense évidemment aussi au Fonds régional d'art contemporain. Je n'oublie pas. Forcément nos partenaires. Et puis je suis ravi que vous puissiez venir faire une conférence. Je pense que ce que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler une forme de résidence sur un territoire, des artistes qui viennent et qui, on en a discuté d'ailleurs juste avant, qui viennent avec un sujet et qui, quand ils découvrent le territoire, leur sujet a tendance à se mouvoir, à changer, à se modifier. Et c'est forcément, je vais dire, l'habitude d'un artiste. Quand vous allez, ne serait-ce déjà qu'en Erasmus, vous arrivez sur un territoire que vous ne connaissez pas, vous faites peut-être des choses différentes. Et après, à la fin de vos études, après le diplôme, quand on est sur le programme de la Semeuse, sur les différentes résidences, pour l'instant, la plupart des résidences, bonsoir Naïssa, la plupart des résidences sont sur le territoire réunionnais, mais pour info, par exemple, là, on est en train de programmer une à Chennai, en Inde, dans le Tamil Nadu. Forcément, c'est aussi, quand vous arrivez, une idée sur un travail, mais être présent dans le Tamil Nadu, dans la culture indienne, même si ici on la connaît bien à La Réunion, c'est autre chose et ça transforme le travail. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir appréhender le travail d'artistes dans leur process régulier et le travail forcément qui mène dans une résidence. Voilà. Donc encore merci à la Cité des Arts pour ce partenariat. On est toujours très heureux et on est toujours prêt à vous accueillir. Merci aux 2 artistes pour cette conférence. Et puis bonne conférence à tous et à tous. Est-ce que Nicolas, tu voulais dire 2 mots? Je ne suis pas très poli. Allez. Bonsoir à tous. Merci Julien et Frédéric pour l'invitation à Marie Ouazani et Nicolas Carrier. Je vais vous dire que Nicolas et Marie sont actuellement en résidence à la Cité des Arts. Ça fait 1 mois qu'ils sont arrivés et ils sont à la Cité des Arts jusqu'au 9 décembre. Vous pouvez également passer les voir dans leur atelier à la Cité des Arts sur rendez-vous, sans rendez-vous. Il n'y a pas que non plus. Il y a 6 ateliers art visuel, donc sachez que la Cité des Arts est un lieu aussi pour vous. Et à quelques moments, que ce soit où vous passerez là-bas, vous aurez toujours des artistes en résidence et des expositions, différentes expositions à voir. Voilà, vous dire que oui, en effet, le partenariat est très important. J'accueille aussi des stagiaires. J'ai eu Joti l'année dernière, et Melvin que j'ai aperçu par là qui était là la semaine dernière. Donc je ne peux pas accueillir tout le monde, mais n'hésitez pas, généralement j'essaie d'accueillir au moins une personne par an. Voilà. Bonne conférence. Ouais, c'était très bien, tu as rajouté des détails auxquels je n'ai pas pensé que j'avais pas. Bien, bonne conférence à tous et à toutes. Vous avez donc 2 micros, je crois même 3. Ouais, 3. Faites. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là et merci beaucoup à l'école de nous accueillir et de nous permettre de vous montrer un petit bout de notre travail. Alors nous, on a la particularité d'être un duo d'artistes, donc on se considère comme une seule et même entité artistique. On n'a pas de travail individuel, tout notre travail artistique se concentre dans notre duo. Donc moi je suis Marie Ouazani. On va commencer un petit peu à présenter nos parcours avant le duo d'artistes très rapidement, pour après vous montrer des moments, des expositions, des œuvres qui ont été un peu clés dans notre travail. On a à peu près 10 ans de travail ensemble maintenant. Et à la fin, on va vous parler un petit peu de notre projet de résidence et de ce que ça va devenir. Donc moi, j'ai été diplômée de
de l'École nationale supérieure d'art de la Villa Arson à Nice en 2015. Et je vais laisser Nicolas présenter un peu son parcours qui est un peu plus long que le mien. Donc, bonsoir. Donc, par rapport au parcours, moi j'ai un diplôme, à l'époque ça s'appelait encore un DEA, maintenant ça s'appelle un master, donc c'est un diplôme de cinéma que j'ai passé à la Sorbonne Nouvelle en 2004, et ensuite je suis entré à l'école d'art de Cergy en équivalence en 4e année directement pour obtenir mon DNSEP en 2010. Voilà, donc en fait et notre duo a été créé. Nous avons décidé de créer notre duo en 2015. Donc pour un peu retracer l'histoire, on s'est rencontrés en 2014. Au début, notre rencontre c'était une histoire d'amour. Donc on était un couple. Et très vite, lors d'une résidence, parce que moi j'étais encore étudiante en 5e année d'école d'art, et Nicolas avait déjà été diplômé depuis quelques années. Nicolas était en résidence d'artiste en Corée du Sud sur une île qui s'appelle Daigudo, et moi j'ai décidé de venir le rejoindre en vacances parce que j'ai jamais voyagé aussi loin, donc je me suis dit que c'était l'opportunité. Et pendant ces 2 semaines de vacances qui n'ont pas du tout été des vacances, on a fait une première vidéo ensemble. Oui, en fait on avait commencé un peu à travailler en amont. Maintenant c'est devenu très courant, il y a des visios, mais à l'époque ça l'était un peu moins. Et donc on a commencé suite à des idées dont j'ai parlé à Marie, on a commencé elle a rebondi dessus, on a commencé un peu à discuter. Quand elle est venue, finalement, au lieu d'aller visiter la Corée, on est resté dans l'espace de cette résidence où on a tourné une première vidéo ensemble. Cette vidéo s'est en fait de façon super intuitive et super... voilà, le travail ensemble étant très agréable, on s'est dit à la suite de cette première expérience qu'on allait continuer à travailler ensemble, une fois que Marie aurait passé son DNSEP à la Villa Arson. Donc en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est voilà, j'ai vraiment pris ce diplôme, ce DNSEP en 2015, on a fondé ce duo et on a ensuite intégré ensemble, en tant que duo d'artistes, un post-diplôme qui s'appelle l'École Offshore, qui est un post-diplôme qui est en lien avec l'École d'art de Nancy et l'Institut des arts visuels de Shanghai. Et c'est un post-diplôme qui se fait à Shanghai. C'est vrai que lors de ce post-diplôme, on a créé notre entité duo, et quand on a commencé à travailler ensemble, on n'avait pas vraiment d'idées, de projets sur ce qu'on voulait faire. Donc ça a mis quelques années à tâtonner. C'est vrai qu'en fait, à Shanghai, c'était en 2015-2016. C'était aussi une période où dans les journaux français, on parlait beaucoup de la pollution en Chine. Il y avait notamment la une de Libération de l'époque montrait une photo en fait avec donc énormément de pollution à Pékin, on y voyait pas très loin. Et c'est vrai qu'en fait, être plongé dans ce contexte pendant plusieurs mois nous a fait nous confronter en fait énormément avec ces enjeux climatiques, et également avec une urbanisation très rapide, très dense, très monumentale, qui contrebalançait en fait la végétation en perpétuelle aussi évolution de cet espace. Et peut-être que avant de commencer dans le déroulé des œuvres, je pense que ce serait bien qu'on se présente. Ah pardon, vas-y, continue. Donc en fait, c'est cette expérience un peu qui a façonné finalement notre travail et notre démarche artistique, en nous concentrant principalement sur ces questions d'enjeux climatiques. Donc en fait, on s'est mis à créer des fictions climatiques qui s'intéressent aux perturbations de nos écosystèmes, à la question de l'urbanisation, des ruines industrielles et de la végétation. Donc en fait, dans notre travail, on produit notamment des fictions climatiques qui peuvent prendre la forme de vidéos ou de photographies, également des installations botaniques et des infusions de paysages. Donc on va commencer par vous présenter une des toutes premières vidéos donc c'est une vidéo qui traite un peu de ces sujets. Donc
Lors de ce post-diplôme à Shanghai, pour raconter un peu le contexte, on était comme ça dans cette ville de Shanghai, qui est une ville hyper cosmopolite, dans un groupe de tout jeunes diplômés, ou plus ou moins jeunes diplômés de l'école d'art français. Donc on était dans un contexte assez franco-français, et on avait très envie aussi de découvrir un peu plus la scène chinoise, et on a donc postulé dans ce cadre à une résidence qui est sur une île dans le sud de la Chine qui s'appelle Xi'an. Et donc voilà, on est parti vraiment dans une structure chinoise, on était beaucoup plus plongé dans d'autres réalités artistiques. Et lors de cette résidence, on a fait une toute première vidéo avec des plantes en pot. On était en résidence dans une espèce d'agence de design. Et dans cette agence de design, il y avait des plantes en pot partout, et en discutant avec les employés, on s'est rendu compte en fait qu'ils les louaient à une entreprise. Et cette entreprise en fait est chargée de l'entretien, dès qu'il y a une plante qui meurt, la remplace. Et donc on a décidé pour cette vidéo de louer des plantes, de les emmener sur la plage et de repartir avec. Donc la vidéo, c'est tout le trajet de ces plantes du magasin à cette plage, et sur tout le chemin que font ces plantes en camion jusqu'à la plage. On aperçoit cette architecture assez typique des villes chinoises, mais aussi énormément de bunkers et d'infrastructures militaires, parce qu'en fait cette île est une île qui est face à l'île de Taïwan, et donc qui a été un haut lieu de la guerre froide, donc qui est toujours un lieu en ce moment extrêmement sensible et tendu, mais quand nous on y était, on était dans une période un peu de détente. Et il y a toute une structure sur la côte de bunkers et de structures militaires. Et donc la vidéo fait comme ça un parallèle entre ces paysages assez paradisiaques de plage, ces plantes qui voyagent, et cette tension militaire. Donc là, on vous a mis quelques images d'accrochage. C'est une vidéo qu'on présente souvent sous forme d'installation. La première photo, on l'a montrée dans un hangar d'usine. Et la seconde image, c'est plus dans un espace d'exposition, on a rejoué la question du bureau avec la télé qui est encastrée dans un fauteuil de bureau. Tu veux rajouter quelque chose? Je passe à la suivante. Alors ensuite, on vous a... Tu veux présenter Donc en fait, oui, voilà. Donc cette première partie en fait de notre travail qui a duré 2 ans était un peu le moment où on a vraiment créé cette identité de duo et la forme de notre pratique, la forme plastique, et également les enjeux qu'on voulait soulever. De retour en France, en fait, on a assez vite pu bénéficier d'une résidence et d'une première exposition personnelle dans un centre d'art qui n'était pas encore labellisé à l'époque, mais qui est maintenant, qui s'appelle le 3 Biceps. Donc c'est un centre d'art qui est à Aix-en-Provence, qui a la particularité d'être situé dans un hôpital psychiatrique. En fonctionnement. En fonctionnement. Donc en fait c'est un hôpital qui a été construit sur le format des hôpitaux pavillonnaires. Donc c'est plusieurs pavillons, et chaque pavillon ayant ses spécificités. Le pavillon dans lequel le centre d'art est hébergé s'appelle le 3 Biceps, parce que donc c'est le 3, en fait c'était son numéro, en fait, enfin, c'est le 3 bis femmes, qui était un pavillon d'enfermement pour ce qu'on appelait à l'époque femmes hystériques. Donc c'est un bâtiment très chargé, parce que l'espace d'exposition se fait en fait dans un hall, mais aussi dans d'anciennes cellules de contention. Donc là, vous voyez, c'est le hall, et les petites portes qui sont au fond, c'est des cellules d'enfermement de contention. Donc c'est un lieu assez chargé. C'est aussi un lieu dont la phonétique est liée à cette architecture pavillonnaire, parce qu'en fait tout est fait pour que l'écho... il y a un écho énorme pour surveiller, en fait. C'était comme ça que c'était conçu, pour surveiller les discussions des patientes. Et donc ce centre d'art a cette vocation de faire des résidences d'artistes, et pendant toute notre résidence, on a donc été amené à produire des œuvres, aussi à faire des ateliers à destination des publics. Donc le public du centre d'art, c'est un mélange entre les publics classiques de centre d'art, les patients et le personnel de l'hôpital. Donc les ateliers sont à destination de ces groupes un peu mixtes. C'est un lieu
qui est très chargé et assez, c'est une bouffée d'oxygène pour les patients, mais c'est aussi, en tant qu'artiste, un lieu assez chargé parce qu'il est un peu hanté par son histoire et par quand même ce système presque carcéral du traitement de la psychiatrie. Pour nous, cette résidence, elle a été extrêmement importante parce que ça a orienté notre travail. Il y avait déjà donc, cette question de la crise climatique, de la pollution, et tout d'un coup, ça venait aussi apporter quelque chose de plus, qui est la question du soin. Et cette résidence nous a vraiment permis de travailler avec l'idée de comment on soigne un paysage comme on soignerait un corps humain. Et parce qu'en fait, c'est à ce moment-là aussi qu'on a eu envie d'envisager non pas, disons, les individus, enfin les êtres humains par exemple, ou les plantes, les architectures, chacune séparément, mais de façon plus globale, comme un écosystème. Donc il y a eu vraiment l'envie là-bas d'essayer de transmettre ça dans la vidéo qu'on a produite, autour de comment on peut peut-être partager une infusion et soigner, non pas juste nous-mêmes ou les autres, mais voilà, potentiellement l'histoire du lieu. Et c'est également lors de cette résidence en fait, qu'on a commencé à travailler avec les infusions. Donc en fait, on est arrivé dans ce centre d'art aussi qui avait la particularité qu'il offrait du café aux patients. Donc le café était gratuit, les patients venaient boire du café. Donc nous, comme on savait qu'on allait faire cette exposition dans un espace en fait, qui est un espace de transition, puisque c'est une sorte de grande salle qui donne sur la salle de spectacle, donc les spectateurs qui vont, puisque en fait, donc on n'en a pas parlé, mais Tromicef est un centre d'art visuel, mais également d'art de spectacle. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de public par rapport aux questions du spectacle vivant. Donc les spectateurs viennent faire la queue en fait dans cette salle. Donc on a voulu nous également proposer aux spectateurs qui viendraient attendre là, mais également aux patients, parce que c'est d'ailleurs d'abord plutôt destiné aux patients, des infusions qui devenaient quelque part pour nous, qui n'avaient pas de présence dans l'espace, mais qui allaient avoir une force de médiation. Donc en fait, c'était la médiation qui était invitée à proposer aux spectateurs une infusion et qui permettait donc à la personne en charge de la médiation de créer une discussion avec le spectateur autre que directement sur l'exposition, mais plutôt en amenant quelque chose à goûter, à ingérer. Et dans ce cadre-là, en fait, pour l'infusion, on est parti sur le nom des bâtiments, en fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un hôpital pavillonnaire. Donc il y a plusieurs pavillons. La plupart des pavillons ont des noms de médecins, à l'exception de 3 pavillons qui avaient des noms de plantes. Donc c'était Lotus, Olivier, Tamaris. Voilà. Et donc on a fait une recette à partir de ces 3 ingrédients et qu'on a proposé en fait à la dégustation aux visiteurs. Je répète les deux. Voilà. Et en fait, bon, comme vous pouvez le voir également, on a travaillé avec des feuilles d'olivier qui sont présentes là sur les enceintes de l'installation et qui étaient dans la vidéo également. Parce que donc, en fait, la particularité d'Aix-en-Provence, c'est d'avoir énormément de fontaines et de l'eau thermale. Et en fait, les fontaines des pavillons étaient plus en activité. Donc dans la vidéo, en fait, on a remis en service une fontaine dans laquelle on a créé une infusion d'olivier, de feuilles d'olivier, puisqu'il y avait beaucoup d'oliviers dans les jardins. Et c'est ces feuilles d'olivier qui viennent à la fois parfumer en fait, l'espace d'exposition, mais également soigner l'écosystème de l'hôpital. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas entre les moments. Donc en fait, après ce moment un petit peu entre le voyage, entre la Corée, la Chine, et, on a également fait une résidence au tout début de notre pratique, dont on n'a pas parlé, en Jordanie à Amman. Et ce retour en France avec cette période à Aix-en-Provence, en fait, pendant très longtemps, pendant ce moment de résidence, on était toujours confronté à la question de l'exotisme et on essayait de déjouer ça dans notre travail
en évitant de faire du tourisme dans ces espaces. Donc souvent en travaillant à proximité dans le voisinage des espaces vraiment de la résidence. Et en fait, après cette expérience au 3 Bicêtre à Aix-en-Provence, on s'est dit peut-être c'est le moment de travailler un peu sur l'espace, le territoire dont on vient, qui est en fait la région parisienne. Et on s'est mis à élaborer un projet qui nous a tenu en haleine pendant de nombreuses années, comme vous allez le voir au fur et à mesure des expositions qu'on va vous présenter. Si je peux remettre le contexte, après voilà, ces moments un peu exaltants de voyage et de résidence, on avait aussi envie de vraiment voir si on était aussi capable, c'était presque un défi, de créer dans l'espace qu'on connaissait le mieux, qui est celui de notre enfance, notre adolescence, donc qui est la région parisienne, puisqu'on est tous les deux grandis une partie de notre enfance en banlieue. Et l'idée c'était on se retrouvait à revenir à un moment un peu particulier que je vais resituer parce que vous n'avez sûrement pas dû suivre, c'est des problématiques assez locales, mais on était dans l'idée de la création du Grand Paris avant les Jeux Olympiques, bien avant, et avec l'idée un peu folle qu'on allait effacer le boulevard périphérique. Vous voyez, le boulevard périphérique, c'est une espèce de grande ceinture autoroutière qui ceinture Paris, qui crée vraiment une frontière entre la ville de Paris et sa banlieue. Et il y avait des projets complètement fous de construction autour, de disparition. Évidemment, rien ne s'est fait. Mais on avait vraiment des discours un peu délirants sur le fait qu'on allait agrandir Paris, que ça allait devenir comme Londres, qu'on allait intégrer les villes autour, que ça allait devenir une immense mégalopole. Et énormément de projets de rénovation sont lancés à ce moment-là, ce qui a créé dans l'urbanisation des moments assez incroyables. On avait des vrais trous. En fait, il y a des bâtiments entiers qui ont été démolis et en attendant que les projets de construction futurs apparaissent tout autour de Paris, on a une espèce de gruyère, de terrain vague et de plantes qui se mettaient à pousser. Oui, enfin, également, en fait, on a envisagé aussi qu'à ce moment-là, le périphérique, cet espace du périphérique n'était pas très urbanisé, était un peu laissé libre finalement, demeurer un territoire un peu libre, et on sentait une volonté de l'État, de la région, de justement quadriller cet espace et donc de faire disparaître ces espaces un petit peu en friche, un petit peu non surveillés, non ordonnés en fait. Non ordonnés. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a eu très envie de faire une vidéo qui est à la fois une fiction, mais aussi un document et aussi une sorte d'herbier de cet espace du périphérique. Donc c'est une vidéo qui s'appelle Exposition périphérique. C'est une vidéo qui dure 52 minutes et qui est en fait un tour du périphérique extérieur. Et chaque moment de la vidéo présente en fait à la manière d'un herbier une plante avec un texte. Donc c'est la première fois aussi qu'on va commencer à utiliser le texte de notre travail qui va devenir une forme artistique assez importante. Et c'est un projet qui est assez important pour nous parce que c'est vraiment un moment de notre travail où dans ce projet un peu long, on a posé énormément de choses de notre pratique. À la fois dans la manière de faire des images, dans la manière de comment on a envie de collaborer avec les gens, comment on a envie de travailler, dans aussi la question, dans cette vidéo en fait il y a des installations qu'on filme, il y a un travail presque de sculpture, de mise en scène, de collage, enfin, il y a énormément de choses en fait. Oui, en fait ça correspondait aussi à un moment un peu creux en termes d'exposition. Et du coup on a eu envie justement, on s'est dit, vu que là en 2018, donc on n'avait pas trop d'expositions, puis on n'avait pas trop prévu. On s'est dit on va faire des installations, mais on va les faire dans la vidéo en fait. Oui. Donc c'est un peu parti de ça. Donc bon, alors au final, là on vous montre quand même une exposition parce que c'était du coup à main d'œuvre donc main d'œuvre c'est à Saint-Ouen en 2019. Parce qu'au début, quand on s'est lancé dans ce projet, on s'est un peu lancé tout seul, et puis au fur et à mesure, on a eu la chance d'avoir des structures comme Main d'œuvre, qui est un lieu, on dirait un tiers-lieu, donc il y a un lieu aussi pour les arts vivants, les arts plastiques, et qui accompagne les artistes en résidence, qui nous a accompagnés un petit bout de chemin et qui ensuite a montré la vidéo. Et on va peut-être montrer la région aussi, qui a lancé une bourse à cette époque, qui nous a bien aidé. Et on va vous montrer un extrait. Ouais, on va montrer un ou deux extraits. On va voir. Ouais, on va voir.
Donc là, on va vous montrer un extrait. Donc ça, c'est le tout début de la vidéo. Ça, c'était le premier extrait. Donc, vous avez la chance de voir l'échangeur autoroutier le plus pollué du monde, apparemment, ou d'Europe, je crois, qui est Port de Bentley. Et on va vous montrer un deuxième extrait de cette vidéo.
Oui, donc voilà, donc dans ce projet vidéo, il y avait l'idée à la fois de faire le tour en fait de Paris, mais côté périphérique extérieur, donc en regardant vers la banlieue, et d'avoir ces différents personnages qui prennent soin des plantes en fait, qui se trouvent dans ces espaces-là, avec la volonté dans la façon de filmer de en fait faire l'opposé de ce qui se fait dans disons les formes cinématographiques ou enfin, grand public, qui était au lieu de cadrer l'être humain, de cadrer la plante. Et que l'être humain soit finalement flou, décadré, morcelé, mais que ce soit la plante qui soit au premier plan. Donc voilà, on a fait ce projet avec aussi ce tour du périphérique en voiture qui revient en fait rythmer les différentes séquences et qui filmait également par la caméra vers la périphérie. Et dans ce projet, en fait, il y a énormément de choses qui vont revenir tout au long de notre travail, c'est-à-dire les espaces pollués, les espaces post-industriels, la question des ruines urbanistiques, la question du rapport au corps humain et aux espaces. Vous avez aperçu une personne âgée dans la voiture qui va être un personnage récurrent, qui est le père de Nicolas, qui va être un personnage récurrent de notre travail, qui va revenir dans beaucoup de projets. Quelques personnes qui ont joué aussi dans cette vidéo vont revenir régulièrement dans notre travail comme des... Et en fait, par exemple, là, aussi le choix, par exemple, des personnes à qui on a proposé de participer était fait en fait en lien à chaque fois avec... C'est ce qu'on fait depuis, en fait, à chaque fois, c'est on cherche des personnes qui sont en lien avec les espaces où l'on filme, qui, pas forcément qui y vivent, mais qui ont un lien avec ces espaces-là, qui les connaissent en tout cas. Et donc là, voilà, il y a pas mal de personnes différentes qui interviennent. Là, vous en avez vu deux, mais il y en a d'autres.
Et voilà, il y a cette idée-là et qui revient en fait, qui s'est théorisé à ce moment-là et qui revient depuis dans d'autres projets. Et du coup, en même temps, donc dans la même exposition à main d'œuvre, on montrait également, donc on a poursuivi notre travail d'infusion, de recettes d'infusion liées à des territoires. Et donc on a présenté une installation qui est une installation d'infusion des villes qui font le tour du périphérique. L'installation, dans ce cadre-là, on n'en a montré que certaines, pas toutes, puisqu'il y en avait donc 7. Mais voilà, donc en fait à chaque fois les infusions, les recettes étaient créées en fonction d'une de ces villes, d'un de ces territoires. C'était soit des plantes qu'on trouvait sur place, soit des plantes qui étaient en lien avec l'histoire du lieu, potentiellement le nom d'une rue, d'un bâtiment ou d'un événement, et qui nous permettaient de concevoir ces infusions donc étaient disposées, du coup là qui prenaient une forme plus sculpturale qui était un libre service. Voilà, qui était et en proposé fait, aux visiteurs en libre service. Là est venue vraiment l'idée qu'on ait comme ça des moments où les gens en fait, puissent regarder une vidéo et voir une infusion au même moment, que ça crée comme ça des moments d'exposition qui se sont continués comme ça dans différentes formes de travail. C'est qu'on passe à... Voilà, ouais. Donc voilà. Ensuite, entre 2020 et 2022, on a mené un projet vidéo qui réunissait 4 lieux un peu différents. Donc on a eu en fait une commande en 2019, vraiment juste avant le Covid, du Centre d'art Passerelle à Brest, qui nous a commandé une œuvre pour une exposition dont le thème c'était le port de Brest. Et de cette commande, on en a fait une vidéo qui s'appelle Extra Tropical et qui filme en fait les palmiers du port de Brest. Et en s'intéressant en fait à ces palmiers du port de Brest, on a comme ça réussi à créer comme une sorte de paysage entre ce port industriel, ces usines de raffinement d'huile de palme qui arrivent du Brésil à Brest et ces palmiers ornementaux qui sont là un peu pour égayer le port. Et de cette commande, de cette vidéo, on en a fait une série de 4 vidéos, donc dans 4 ports européens avec l'ambition de faire une petite histoire des ports. Donc il y a une vidéo qui est donc le port de Brest, une vidéo à Lisbonne, au Portugal, à Gênes en Italie et à Anvers, en Belgique. Et à chaque fois qu'il suit une plante tropicale qui est liée à l'histoire du port, donc à chaque fois ça nous permettait de parler. À chaque fois c'est une plante différente. Oui, c'est une plante différente. Donc c'était palmier à Brest, le yucca à Lisbonne, l'opuntia à Gênes et l'élea à Anvers. Et je t'en prie. Et l'idée c'était pour nous de parler de cette question de la mondialisation qui est très forte dans ces ports. Donc à chaque fois c'est des ports industriels qui sont très très standardisés avec la question du conteneur, la question des infrastructures pétrochimiques, de raffinage agroalimentaire. Et à chaque fois ces plans sont un prétexte pour évoquer leur histoire. Donc à chaque fois on a mis un focus particulier sur chacun de ces ports. En Italie on parle des paquebots et du surtourisme. À Lisbonne par exemple on parle énormément du passé du port qui est la question du commerce triangulaire et de la disparition des traces de cette tragédie qui s'est située sur le port de Lisbonne, à travers les yuccas qu'on imagine comme un peu la seule trace de cette histoire. On a donc l'EBA qui parle de l'industrie automobile à Anvers et de tout l'import du latex des anciennes colonies belges, qui était le Congo belge. Et à chaque fois, ces points-là nous permettent aussi d'imaginer une sorte de fiction pour le futur, comment ces plantes et leur capacité d'adaptation peuvent être aussi un moyen de résistance à la question du changement climatique et de la crise climatique.
ce qui est assez intéressant, c'est que quand on monte cette série ensemble, c'est assez frappant le fait de la standardisation des ports en fait. On a du mal à reconnaître l'endroit exact d'où sont prises les vidéos. Donc là en fait on vous montre des photos qui sont issues d'une exposition qu'on a fait dans un musée sur le paysage en région parisienne. Donc voilà, on présentait les vidéos dans différents espaces. On aime beaucoup aussi les montrer sur des téléviseurs et côte à côte, parce que justement ça trouble un peu le spectateur qui ne sait pas forcément quelle vidéo est où, notamment parce que quand on a filmé à Anvers, assez bizarrement il était très beau. Mais parce qu'on a un peu joué avec la météo aussi, à Brest on a eu la chance d'avoir la pluie, là, comme vous pouvez le voir donc, sur l'image de gauche, sur la projection de gauche. Et voilà, donc on va vous montrer. Un extrait En fait, on va vous montrer une vidéo en entier, puisqu'elle dure chacune 6 minutes. Et donc, on va vous montrer la vidéo qu'on a tournée à Brest. Un peu de pluie bretonne.
Alors, on va maintenant parler d'une autre partie de notre travail, qui fait tout aussi partie de notre travail, mais dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, c'est la question d'installation. Donc on fait énormément d'installations, notamment avec des plantes. Et donc là, on voulait vous montrer cette installation qui a été produite par un centre d'art qui s'appelle la Maison Salvant, qui est à côté de Toulouse. Donc c'est un centre d'art qui a pour particularité d'être géré par une mairie. Et lors de cette invitation, on a proposé au centre d'art en fait, d'emprunter toutes les plantes en pot de la mairie, que vous voyez derrière, et de les garder pendant tout le temps de l'exposition dans le centre d'art, en leur donnant des infusions à boire pendant toute l'exposition. Donc vous voyez là les plantes en pot, et dans les bouteilles en verre que vous avez, il y a un système d'arrosage goutte à goutte. Avec à l'intérieur des infusions, donc le choix s'est porté sur des plantes qui poussent autour, qui poussaient autour du centre d'art, qui sont des plantes. En fait, on voulait contrebalancer le côté ornemental des plantes par des infusions de mauvaises herbes, qu'on appelle mauvaises herbes. Donc, là, en l'occurrence, c'était des orties, du pissenlit, de l'armoise et de la ronce, je crois. Ouais. Voilà, donc quelque part. Montrer une autre photo voilà, du système de goutte à goutte. Et aussi, ce qui a été le geste pour cette installation, c'est qu'en fait, on a demandé au centre d'art de rouvrir toutes les fenêtres, parce que le centre d'art est dans une maison traditionnelle, on appelle une toulousaine. Et pour des raisons pratiques, ils ont évidemment fait des cimaises devant toutes les fenêtres pour avoir des murs d'accrochage. Et en discussion avec le directeur du centre d'art, on a fait découper tous les placos pour réouvrir toutes les fenêtres pour que les plantes, évidemment, aient de la lumière pendant tout le temps de l'exposition. L'idée, c'était que les placos soient vraiment découpés à la taille des fenêtres. Et donc, ils étaient présents dans l'exposition. Et après, en fait, c'était que là, les régisseurs puissent remettre les placos directement à l'endroit où ils avaient été enlevés. Pour éviter de gaspiller, de recréer des cimaises. Donc voilà, bon, ça marche pas à tous les coups, hein, les centres d'art sont pas tous d'accord, mais là on a eu de la chance. Mais là, c'est avéré. Et donc pour vous raconter l'anecdote, le directeur du centre d'art était assez stressé parce qu'il ne voulait surtout pas qu'une plante meure pendant l'exposition, parce qu'après il devait en rendre compte à ses collègues, mais tout s'est très bien passé, et en fait les infusions sont très bénéfiques pour les plantes. Alors on va aller vite parce que le temps file. Donc après, en 2023, on a été invité par la galerie de Noisy-le-Sec. Donc c'est un centre d'art en région parisienne, c'est un centre d'art assez important, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui nous a proposé, enfin, nous a invités. C'était notre première exposition d'envergure, on va dire. Et voilà, qui venait un peu conclure un peu tout ce travail sur la banlieue parisienne. Donc là aussi, on a fait une installation de plantes à partir d'une plante qui s'appelle la misère pourpre, qui est une plante d'origine mexicaine qu'on a pendant pratiquement un an collectée à l'extérieur ou chez des gens et qu'on a fait bouturer. On a créé des sortes de colonnes à l'aide de pots en plastique qu'on a récupérés dans la serre municipale. C'est des pots en plastique qui servent à faire pousser les plantes et en fait qui sont jetés une fois que les plantes ont poussé pour créer des sortes de colonnes. Et l'installation comprenait également tout un texte qui parlait de l'origine mexicaine de la plante et de son adaptation potentielle dans une idée d'une fiction climatique. Dans l'idée d'un réchauffement, et cette plante nous intéressait particulièrement parce que son nom misère évoque pour nous une double chose, à la fois sa capacité extrême d'adaptation, le fait qu'elle ait besoin de très peu d'eau, qu'elle peut pousser n'importe où, mais aussi c'était aussi une sorte de témoignage sur un peu l'éco-anxiété que peut générer la question de la crise climatique. Dans cette exposition, on a également produit une vidéo. Alors, c'est une vidéo qui en fait est plutôt sur une forme d'installation
qui est composé de 2 diptyques en fait, vidéo, donc ça fait en tout 4 écrans, donc il y a un diptyque et un autre diptyque qui se faisaient face. Et c'est une vidéo qu'on a orientée sur la question de l'agriculture urbaine et du sol. On a imaginé un espace comme ça, fictionnel, entre différents endroits, la friche industrielle, des serres. En fait, c'était très inspiré par le territoire et le contexte donc de la banlieue parisienne dans laquelle se situe ce centre d'art, qui est donc à Noisy-le-Sec, donc c'est dans le 93, c'est dans le nord de Paris. En fait, pendant très longtemps, c'était des fermes et du maraîchage qui nourrissaient en fait Paris. Ça a été remplacé à l'arrivée des chemins de fer par de l'industrie lourde, qui ont beaucoup pollué les sols. Et donc on a voulu s'intéresser à cette question en fait donc des sols, de l'agriculture, parce que du coup maintenant on a des espaces en friche qui sont réutilisés pour faire de l'agriculture bio, mais évidemment les légumes sont produits dans des bacs en fait qui sont situés sur ces espaces-là. Donc on a eu envie de travailler sur l'idée en fait que ce qui constitue les pollutions des sols, notamment les engrais, mais aussi par exemple en fait Noisy-le-Sec a été bombardé en 1944 par les Canadiens qui ont utilisé des bombes au phosphate. Donc le phosphate faisant partie également des composés d'engrais. Donc et en fait tous ces composés d'engrais sont des composés qui sont présents dans le sol et qui sont à l'origine de la vie. Sauf que s'ils sont si les proportions sont déséquilibrées, ça crée une pollution en fait. Ouais. La pollution créée par le déséquilibre. Oui. J'ai une question pour travailler avec des scientifiques ou pas du tout? Oui, ça arrive sur pas mal de projets, ouais. Ouais. Enfin, soit on fait des recherches sur Internet, dans les librairies, dans les bibliothèques, pardon, et parfois, c'est arrivé que dans certains cas de figure, certaines résidences, on soit directement dans les résidences avec des scientifiques. Notamment, on a travaillé avec des scientifiques spécialisés dans les lacs, autour du lac Balaton, donc c'est en Hongrie, et c'est un institut de limnologie. Donc la limnologie, c'est la science des lacs. Et donc dans ce cadre-là, on a travaillé directement avec eux. Souvent, on rencontre aussi des botanistes, on travaille beaucoup. Voilà. Là, par exemple, pour ce projet, on a également travaillé en fait avec les serres municipales de Noisy-le-Sec. Donc, on a filmé dans cet espace. Là, ici, là, cette séquence. Je sais pas si on va... Cette séquence a été filmée dans les serres, mais on a également pu discuter en fait. Voilà. Donc, il y a tout un travail comme ça en amont qui n'est pas forcément rendu de manière scientifique dans notre travail. Puisqu'après, quand on écrit les textes, par exemple, on travaille beaucoup sur la poésie des mots aussi, et les doubles sens, et voilà, mais oui, ça arrive. Et du coup, avec les informations que vous récoltez, vous faites un travail à part, en dehors du travail artistique, mais... Non. Juste que oui. Donc avec les infos que vous avez... Oui, parce qu'on est quand même seulement amateur d'un point de vue botaniste ou scientifique. Pas d'action à côté Alors, tu veux dire militante? Oui. Alors, nous, dans notre travail, on a un fort travail qui est très 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 teinté par la problématique écologique, mais dans notre travail, on n'a pas de démarche militante parce que ça ne correspond pas vraiment à notre personnalité, mais ce que nous, on essaye d'apporter comme pierre à l'édifice, avec ce qu'on peut apporter, on va dire, c'est qu'on imagine un peu notre travail comme une façon de surmonter une sorte d'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'on propose des œuvres, des expositions qui soient un peu des moments à la fois de deuil, pour essayer de passer cette espèce de moment assez dur d'effondrement de la biodiversité, de nos écosystèmes, par des moments un peu collectifs de communion, par la contemplation, la méditation, pour essayer d'imaginer comment, à partir de cet effondrement, on va essayer de reconstruire quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on imagine vraiment notre travail à partir de cette thématique, donc, avec ce point de vue particulier. Oui, parce que
que tout à l'heure vous parliez justement de partager des moments avec des infusions. Est-ce que c'est pas des moments justement qu'on pourrait exploiter justement pour avoir des discussions un peu plus larges, de mettre en relation peut-être des gens? En fait, justement, dans nos expositions, on a pu le constater plusieurs fois, parce que parfois on est là aussi, parfois c'est lors d'événements, ça, et ça crée des discussions justement. Enfin, l'idée des infusions, c'est aussi finalement, notamment tout à l'heure quand on parlait des villes de banlieue parisienne, en fait c'était assez intéressant parce que évidemment chaque infusion avait le nom d'une ville, et en fait le nom de la ville influait sur le goût quelque part des personnes qui préféraient telle ou telle ville. Parce qu'évidemment chaque ville enfin peut-être pas chaque ville, mais en tout cas il y a des villes qui renvoient à des imaginaires. Et donc c'était intéressant de voir comment le public pouvait discuter finalement de telles préférences qui étaient liées à cette ville, par exemple Pantin, pour prendre un exemple comme ça, et qui quelque part disaient beaucoup sur la personne en fait. Et là par exemple justement donc, dans l'expo à Noisy-le-Sec, on avait toute cette pratique autour des recettes, et en fait plus récemment on s'est concentré sur le nom des plantes. Donc on a arrêté de créer des recettes, mais on a proposé une plante dont le nom pour nous était évocateur justement par rapport à cette question de la crise climatique et des anxiétés environnementales qu'on peut avoir. Et donc on a proposé une installation avec des soucis, c'est une petite fleur qu'on peut boire, et donc on proposait de boire soit des soucis. Donc il y avait deux thermos, un qui proposait une infusion très forte et l'autre qui proposait une infusion légère. C'était pas indiqué laquelle était laquelle, et en fait le visiteur donc, était peut-être amené à choisir en fonction de sa quantité de soucis. Et là à Noisy-le-Sec par exemple on a proposé une infusion d'une petite fleur qui s'appelle les pensées sauvages. Donc il y avait l'idée qui était dans l'entrée de l'exposition, le visiteur arrivé pouvait se servir de pensées sauvages et ingérer, et peut-être que ça pouvait faire évoluer ses pensées. Ouais. En fait, cette pratique, elle est presque de l'ordre, c'est le visiteur qui l'active, donc il y a presque un côté performatif. Et c'est vrai que ça crée en fait un moment convivial dans l'exposition aussi. Les gens prennent plus le temps de regarder les œuvres, passent du temps et en fait se mettent assez naturellement à discuter. On a remarqué ça crée tout de suite énormément de dialogue dans les expositions. Donc c'est quelque chose qui nous intéressait énormément parce qu'évidemment nous on n'est pas là tout le temps dans l'exposition, elles sont autonomes, elles vivent leur vie et ça permet vraiment de créer des points de convivialité, d'accueil, tout en notant aussi comme souvent dans notre travail, des gestes métaphoriques, performatifs, comme l'idée de boire une pensée sauvage, c'est ça qui nous intéresse beaucoup en tant qu'artiste. Alors dans cette exposition, il y avait les vidéos, l'installation de plantes, il y a aussi une pratique qu'on a qui est une pratique d'image qui est faite à partir de scans. Donc là vous voyez en fait un scan d'un outil qui est très utilisé dans les serres. Ce sont des petites bandelettes jaunes qui permettent de capturer les moucherons terreau. Donc en fait ils sont attirés vers la couleur jaune et ils viennent se coller. Donc les moucherons terreau, c'est des moucherons qui en fait font des larves et qui mangent les racines des plantes, qui apparaissent essentiellement dans les serres parce que dans les serres il n'y a pas d'insectes qui réduit la population. Et en agriculture biologique en fait on n'utilise pas de pesticides, donc on utilise ces pièges assez... Et en fait ce qui nous intéressait beaucoup, donc, c'est que ces petits moucherons sont attirés donc, par la lumière, par la couleur jaune et par la lumière du soleil, et en fait donc, cette lumière tout à coup devient un piège, et on met beaucoup cette métaphore qu'on peut avoir justement par rapport à la crise écologique et le fait qu'on est nous également en tant qu'être humain attirés par la lumière du soleil et qu'elle devient de plus en plus dangereuse. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps en fait. Tu veux qu'on parle de ça, on parle là-dessus. Bon, je vais passer très rapidement. Dans cette exposition, il y avait aussi une pratique qu'on a de photographie dont on n'a pas encore parlé. Nous, en fait, on fait des photographies qui sont des Polaroid, donc des films instantanés. Et dans cette série, on avait présenté 30 diptyques
de palmiers qu'on a photographiés en Île-de-France. Donc ça a été une quête de presque 1 an, pour collecter des palmiers, ce qui n'est pas, je sais que pour vous c'est très courant, mais en Île-de-France ça fait un peu loin. Donc ça faisait un peu partie d'un protocole et de en fait, recherche. on trouvait des palmiers en face d'immeubles des années 70. Donc, parce qu'en fait, c'est il y a beaucoup de constructions qui sont liées en fait aux 30 Glorieuses, et avec cette idée du progrès. Et en fait, voilà, pas mal de palmiers, ce sont des corps en fait de devant de ces immeubles, mais pas le derrière en fait. Donc ils sont plantés surtout pour les passants et non pas pour les habitants, parce que ces immeubles sont également beaucoup de logements sociaux, et donc ça nous intéressait beaucoup de pointer cette particularité, et en même temps dans notre volonté de créer de la fiction, voilà, en créant cette trentaine de diptyques, que vous pouvez voir là, il y avait vraiment l'idée de créer tout à coup une forêt tropicale de palmiers en plein milieu de Paris. Alors, on va passer rapidement, sinon on n'aura pas le temps de voir le reste. Alors, là, en fait, on voulait vous parler surtout de nos projets très 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 récents pour finir, et du projet de résidence. Donc là, en fait, l'image que vous avez là, c'est une... En fait, juste avant de parler des expositions, donc l'année dernière, en fin d'année dernière, en début d'année, on a fait une double résidence à Taïwan, qui ont conduit quelque part, on ne savait pas encore, mais à ces expositions. Peut-être pour introduire. Donc ça, c'est 2 expositions qui ont lieu cet été, une à Valence et une à Port-Royal. Là, celle que vous avez derrière vous, celle devant vous, c'est celle de Valence. Donc ces 2 expositions où on a pu réunir notre travail d'installation in situ, de vidéo, de photographie, de sculpture. Donc là, on a fait une énorme installation qui s'appelle Nuance Forêt, qui sont des baladeuses de chantier, des lampes botaniques et des feuilles de bambou. Et derrière, il y a une vidéo en diptyque qui a été tournée donc à Taïwan, dans la ville de Kaohsiung, qui est dans le sud de Taïwan, et dont on voulait vraiment vous montrer un extrait parce que c'est toute une vidéo autour des ficus. Et ici au port, il y en a des magnifiques. Donc on trouvait que ça faisait une résonance particulière.
Donc on va passer un peu vite sur ce qu'on avait prévu parce qu'on n'a plus trop de temps et ce serait bien qu'on garde un petit temps d'échange. Ouais. Hop, hop, Voilà. hop, 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 hop. Et donc on en vient à, Voici. à la Cité des Arts. Alors, ça fait longtemps que cette résidence est prévue. Au début, on avait postulé avec un projet qui est un peu une question qui nous intéresse beaucoup, qui est la question des orchidées et des différentes espèces qu'on peut trouver à La Réunion. Et de ce projet-là est arrivé un peu comme ça un autre projet qui s'est venu se télescoper sur l'autre, qui est la question du caféier, donc l'arbuste. En fait, juste avant de venir ici, on était en résidence à Bruxelles, à la Fondation Thalie. Et il s'avère qu'à Bruxelles, il y a un jardin botanique qui s'appelle le Jardin botanique de Meise, qui a une des plus grandes collections européennes de caféiers sous serre. Et on a rencontré donc un scientifique, plutôt botaniste, spécialiste de l'espèce, qui a un pont sur le sujet, qui a lui-même inventé quelques classifications, d'essence. Qui a découvert quelques espèces, enfin classifié quelques espèces. Inventé le nom, oui. Et en fait, en le rencontrant, il nous a dit, mais vous savez, une des plus grandes collections du monde de caféiers en pleine terre se trouve à La Réunion, et il s'avérait qu'on venait. Donc, il nous a dit, voilà, il y a un labo de recherche qui s'occupe de ça. Donc, tout d'un coup, il y avait un lien complètement inattendu qui se créait entre Bruxelles et La Réunion. Et du coup, on a été visiter cette collection qui se trouve donc à Saint-Martin, à Saint-Pierre. Donc en fait, c'est une collection qui ne s'intéresse pas du tout, pas particulièrement à la production de la boisson, mais plus à la conservation de toutes les différentes espèces et de leur patrimoine génétique. Donc on a rencontré un chercheur qui s'occupe de ça, et donc l'idée c'est de conserver un maximum d'essences différentes donc dans un champ, parce que le café, certaines variétés de caféiers ne peuvent pas se conserver par la cryonisation. Bon, bref, le processus qui permet de conserver les graines dans des banques de données. Parce qu'il y a deux types de graines. Il y a des graines qui sont... En fait, ça dépend de là où vivent les caféiers. Donc, il y a les caféiers qui vivent en milieux tropicaux. Les graines n'ont pas l'habitude des changements de température, ni des stress hydriques. Donc, en fait, elles n'ont pas l'habitude de se mettre en pause. Et si elles ne germent pas tout de suite, elles sont perdues. Alors que les caféiers qui poussent par exemple dans des espaces de savane, eux, en fait, les graines ont la capacité, justement, si le stress hydrique est trop fort, de pouvoir se conserver pendant des mois et de germer après. Donc, en fait, ces premières espèces donc, en milieux tropicaux, c'est impossible de les cryogéniser. J'y arrivais très bien tout à l'heure, mais vous m'avez compris. Donc, le seul moyen de préserver l'espèce, en fait, c'est d'avoir tout le temps une plante en vie. Et notamment les plantes qui sont endémiques de La Réunion ou de Madagascar sont évidemment des plantes du milieu tropical. Voilà, également, il nous a montré une espèce qui est originaire d'Afrique et a disparu dans son milieu, puisque c'est un tout petit milieu qui a été perturbé par les humains et qui ne pousse plus du tout là-bas. Donc en fait, il reste plus que quelques plants qui sont ici à La Réunion, dans cette collection.
Donc c'était assez intéressant parce que donc on a eu ce premier échange en Belgique. Alors le chercheur en Belgique, qui est un grand spécialiste, est quand même quelqu'un qui travaillait plus avec l'industrie agroalimentaire. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le chercheur qu'on a rencontré à La Réunion, c'est quelqu'un qui est plus dans la recherche fondamentale, donc qui est vraiment dans l'idée de préserver les composés génétiques. Donc ça, c'est notre travail de recherche. Et pour aller très vite, ça c'est notre atelier à la Spezza. Et en parallèle de ce projet de recherche qui nous amène à faire des rencontres, à voir des choses et à montrer des images, on continue notre travail de vidéo, de sculpture et d'installation. Et notamment en ce moment, on fait des tests, on fait germer des lentilles avec des morceaux de métal en vue de faire une installation évolutive qui pousse, rouille et moisit. Et qui sera présenté en mars dans un project room du Bagnan. Alors, on ne sera peut-être pas là, mais vous êtes tous invités à aller voir Nicolas, si vous le souhaitez. Et pour conclure, on aimerait vous laisser un peu de temps de réagir si vous avez des commentaires, des questions. C'est bon. Alors évidemment, comme Nicolas disait, vous êtes tous les bienvenus à notre atelier à la Cité des Arts. Ouais. Il vaut mieux quand même prévenir, parce qu'on n'est pas tout le temps dans l'atelier, on est parfois en vadrouille, mais là, on vous a vous êtes bienvenus. Ouais, notre email pour nous envoyer un email, il y a notre site internet. Sur notre site internet, on a un compte Vimeo et toutes les vidéos sont en libre accès. Donc si vous voulez voir, on a tout mis en libre accès, donc n'hésitez pas. Il y a plus de photos, des expos. Voilà. Et si vous voulez nous envoyer un email pour poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Et avant de s'échapper, peut-être bien merci à nos intervenants, ça se fait. Pareil. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui n'ont pas de bus à prendre? Ou des réflexions? Bon. Un grand merci sur la bande son, notamment sur la vidéo qui a été tournée à la presse sur le bord de Brest. On entend cette bande son, on distingue nettement le bruit du vent dans les feuilles du palmier, et on a quand même en fond un bruit assez présent qu'on imagine naturel, mais qui est tellement répétitif qu'on ne sait pas si finalement c'est pas une création que vous avez commandée. Alors en fait, le son, on travaille beaucoup en post-synchronisation. Donc en fait, on s'intéresse beaucoup au son normalement qu'on ne veut pas dans les vidéos, qui sont des sons parasites, qui sont par exemple des bruits de ventilation, alors là en l'occurrence dans cette vidéo, en fait c'est des bruits du corps qu'on a retravaillé pour créer quelque chose entre la nappe sonore, presque parfois musicale. En tout cas là, on n'est pas loin de la musique industrielle quelque part. Et à laquelle on marie en fait justement des bruits plutôt végétaux. Donc là en l'occurrence c'est des bruits des feuilles des palmiers. Et donc il y a un jeu comme ça entre à la fois ce son qui est lié à l'image et puis quelque chose qui est là, mais aussi un peu comme quand on filme, c'est-à-dire dans cette série vidéo, et d'ailleurs dans beaucoup de nos vidéos, on focalise plus sur les plantes. Et là, dans ce cadre-là, on a essayé avec notre façon de filmer d'épouser le point de vue de ces plantes sur l'écosystème portuaire. Et d'ailleurs, il y a des plans qui sont dans cette vidéo filmés par les plantes elles-mêmes. Donc on a accroché une caméra sur des palmiers pour qu'elles se filment elles-mêmes entre elles. Donc il y a ce rapport-là, et en fait le son, quelque part, il vient aussi dans cette idée de l'écosystème, mais un écosystème plutôt qu'on qualifierait dans des formes plus classiques de parasitaires, en fait. De hanter. Et qui pour nous sont des sons qui hantent un espace. Ouais. Formellement d'ailleurs, dans les extraits qu'on a vus, c'est un des rares moments où la caméra bouge.
Dans l'intégralité de vos images, vous êtes sur pied, cadré, très composé. Et là, il y a cette. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, ouais, en fait, c'est un. Nous, nous-mêmes, on bouge pas la caméra. Je vois bien, c'est flagrant, quoi. Et c'est juste à ce moment-là, effectivement, mais oui, c'est la subjectivité du. Tout à fait, ouais. Vous faites de la vidéo ou de la photo? Les deux. Enfin, c'est l'image mouvement, on dit. Il y a un peu de son pas. Comme là, vous êtes en train de faire un travail de des graines, et du coup, est-ce que vous avez fait un travail de des en fait dans le milieu urbain? Parce que par exemple, vous avez des plantes à côté de Paris, et déjà, je trouvais ça trop bien parce que, on va dire qu'en tant que personne, quand on dit, on voit les plantes sans vraiment prendre le temps de s'arrêter dessus. Mais moi, ça me pose beaucoup de questions actuellement parce que moi, je pense qu'il n'y a plus vraiment trop accès à des fruits ou à des choses qu'on puisse manger. Et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que, par exemple, dans la vidéo, vous voyez la personne écouter, regarder la plante. En fait, tu as tout ce rapport-là d'égalité avec la plante et tu as tout le reste en fait, qui vient manger et nous enfermer. C'est très angoissant. Donc, du coup, est-ce que ça vous intéresse aussi de travailler autour de l'accès aux fruits aussi? En fait, on a fait, je peux peut-être montrer, on a fait une vidéo autour des avocatiers. Et en fait, c'est une vidéo donc c'est mon père qui joue dans cette vidéo. Il est dans un appartement en désert et il s'occupe de petites pousses d'avocatiers. Donc en fait, on a fait pousser à partir de noyaux d'avocats, une centaine d'avocatiers. Là, on les voit sur l'image. Et donc, en fait, pour faire ce travail, on a récupéré des noyaux à la fois qu'on a collectés autour de notre entourage, on va dire. Et d'ailleurs, en fait, ce projet est parti d'une résidence qu'on a fait aux Beaux-Arts de Marseille. C'était au moment du Covid, c'était à l'été, après le premier confinement. Et en fait, on a trouvé par terre un noyau d'avocat qui était là depuis assez longtemps. Il devait être là depuis avant le confinement, en tout cas, parce que les étudiants n'étaient pas retournés à l'école. Et on a essayé de le faire germer, il a germé. Et donc, on est parti un peu de cette idée du déchet, ce qu'on peut considérer comme le déchet alimentaire. Et voilà, qui a construit toute cette vidéo, en fait. Donc oui, c'est ce qui nous intéresse. Parce que je trouve ça intéressant, par exemple, on voit tous ces bâtiments-là et tu dis que chaque personne a sa nourriture, mais qu'on jette tout ça en fait. Et ça part. Enfin, moi, perso, j'essaie de garder des graines et de les côté. Mais moi, c'est toujours des questions qui me trollent, qui me stressent aussi, parce que c'est des vraies questions. Et en plus, je trouve ça intéressant là, la forme justement d'avoir des avocats dans une boîte comme ça, terminée. Du coup, est-ce que ça vous. Enfin, c'est peut-être une ouverture, mais peut-être essayer de les introduire quelque part, on dire. En fait, dans la vidéo, ça alterne entre des plans, donc cette personne qui s'occupe de. Donc il y a ce rapport entre cette personne âgée qui s'occupe de ces jeunes pousses et à la fois un soin mutuel. Et en fait, c'est entrecoupé de plans d'un cercle où en fait, en extérieur, on voit ces petites pousses qui sont plantées en fait. Et qui sont plantées près d'un échangeur autoroutier. D'une cité en banlieue parisienne, et avec cette idée en fait aussi qui est que comme si ce geste était une sorte de geste de résistance à la mondialisation, à la circulation, à ces questions-là, au flux en fait, et tout à coup de vouloir comme ça créer une forêt d'avocatiers en région parisienne, avec l'idée peut-être que ça pousserait et que... En fait c'est parti aussi d'un constat, c'est qu'on a un voisin dans notre quartier qui a un avocatier qui... Parce qu'en région parisienne, normalement, ça ne devrait pas passer l'hiver. Et en fait, on a de moins en moins de périodes de gel, donc il y a de plus en plus la possibilité que ça passe l'hiver avec le changement climatique. Donc évidemment, nous, on a extrapolé toute cette fiction d'une forêt qui se mettrait à pousser due aux déchets alimentaires. Évidemment, c'est des aliments qui sont importés.
et qui se mettrait comme ça à germer et qui créerait comme ça une sorte de forêt alternative. Et en fait, donc, on les a plantés pour le tournage et on les a laissés sur place. Ouais. On va dire, depuis on n'est pas retourné, mais il faudrait y retourner pour voir si ça marche. Mais en tout cas, on a pris le parti pris de les laisser et peut-être que ça poussera. Une dernière question. Bon, merci.